également notre président du conseil communal qui a dû être hospitalisé hier soir et qui n'a rien de grave, mais sa santé va bien, mais il ne sait pas présider aujourd'hui puisqu'il est toujours hospitalisé. Alors, je souhaiterais démarrer ce conseil communal par vous proposer 1 minute de silence en l'honneur d'une ancienne conseillère communale, dans un premier temps, qui est Mme Toussaint, qui est décédée. Nous avons appris son décès la semaine passée. Et il nous semble, aux côtés de tous les groupes, qu'il est souhaitable de saluer la mémoire d'une dame de conviction qui défendait avec âpreté ses opinions et qui l'a fait devant notre conseil communal. Je souhaiterais également vous demander 1 minute de silence à l'égard de la famille de Martine, qui a perdu une petite fille. Pour Martine et son mari, et pour les parents de l'enfant, c'est encore beaucoup plus dramatique, mais ce l'est toujours dans le cas de la disparition d'un petit enfant. Voilà, je vous propose d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Nous allons maintenant entamer notre ordre du jour avec, comme premier point, affaires sociales, la communication du PV dont on doit prendre acte de la réunion commune ville-CPS du 7 juillet. Dont acte. Alors le point 2, c'est un contentieux ville d'Andenne Mediapub, contentieux de type fiscal, où un accord était intervenu entre la ville et la société, mais n'est pas exécuté. Donc, le service juridique demande que l'on laisse en justice en vue d'exécuter l'accord transactionnel. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection. Pardon ? Monsieur le Président. Oui, je vous en prie. Excusez-moi. Votre micro grésille, c'est assez... C'est vrai, le son est... Oui, ça grésille, c'est désagréable. Mais vous n'y êtes pour rien, je vous rassure. Ah, merci à la régie. Donc le point par rapport au contentieux vis-à-vis de Mediapub, c'est un vieux dossier puisqu'on parle de la période 2007 à 2012. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots l'explication d'un si long délai par rapport à ce dossier et l'arrivée sur la table du Conseil ici en 2023 et surtout pour un montant de à peine 1 100 €. Voilà, on se posait des questions par rapport à ça. Tout simplement, les chambres fiscales près des tribunaux de première instance et les cours d'appel pour ce qui les concerne sont l'objet d'un retard parce que ce sont des matières très techniques et très compliquées et qui durent des années, d'autant plus qu'il y a des places à répétition. Quand vous avez un recours pour l'exercice 2007, qu'il est reproduit en 2008 et ainsi de suite pendant 6 années, forcément, on ne sait pas juger séparément ce type de dossier, il faut les regrouper, et forcément, ça prend du retard. Voilà l'explication technique. Mais un accord était intervenu pour mettre fin au litige, et bizarrement, alors que l'avocat de la ville et celui de Mediapub avaient négocié cet accord transactionnel, il n'est pas honoré. Donc, ce qui est proposé, c'est de demander l'entérinement de ce rapport. Ça ne devrait pas être un litige bien compliqué qu'une demande de ce type. Merci pour les explications. Ce sera un vote positif de notre part. Alors, nous allons passer maintenant aux différentes fabriques d'églises où vous avez toute une série de décisions, et il y en a beaucoup. Le point 11 va faire l'objet d'un report comme les points 8, 9, 10 et 11. Il y a une prolongation du délai de tutelle, de même que pour le point 7, donc on ne va pas les aborder. Pour la fabrique d'église de Bonneville, c'est oui sous réserve de la réformation. Pour celle de Seille, c'est oui sous réserve de la réformation. La réformation veut dire une approbation.
mais avec des réserves. Idem pour la fabrique d'église d'Andenne 24, de Landenne 24, de Mézeray 24, de Petit-Voiret 24. Voilà pour les 6 que l'on peut approuver aujourd'hui. Oui, je vous en prie, M. Mater. Merci, Monsieur le Président. Vous connaissez notre habitude par rapport au budget de la fabrique d'église d'Andenne et le long dossier qui le suit. Et donc, sur ce point, nous nous abstiendrons. Mais pour le reste, ce sera un vote positif. En tout cas, donc, tous les points sont abordés aujourd'hui, sauf les 7, 8, 9 et 10. C'est bien ça que vous avez dit. Ah, le 11 qu'on a reçu en urgence est aussi reporté. Oui, oui, parce qu'il y a une prolongation, voilà, pour les mêmes motifs techniques que ceux du budget 24 de la fabrique d'église. Donc ce sera une redite la prochaine fois, mais vous répéterez votre abstention, je suppose. Avec plaisir. Ce point viendra. Voilà, nous en avons fini avec le point 3 et les cultes. J'en arrive au point 4 et au règlement finance sur l'octroi et le renouvellement des concessions dans les cimetières communaux, avec ou sans mise à disposition de caveaux de remploi et des éventuels monuments existants pour les exercices 23 à 25. Vous avez pris connaissance de cette proposition de règlement de notre directrice financière. Et si vous souhaitez poser une question technique, notre échevin en charge des travaux et des cimetières pourra y répondre. Oui, Monsieur Mater. Je monopolise le micro ce soir. Sur le point des finances et donc de cette augmentation des tarifs qui suit un petit peu la tendance par rapport à toutes les autres taxes et redevances où la ville a tout augmenté, on va le dire comme ça. Voilà, on va voter oui parce qu'il faut bien financer les projets de la ville, mais manifestement, vu la tendance à la taxation, on conseille fortement aux Andonnais de prendre une assurance obsèque pour pouvoir financer ce genre d'augmentation. Voilà, vote positif en tout cas. Je n'ai pas compris, vous souhaitez prendre quelle assurance? Non, nous conseillons fortement aux Andonnais qui nous écoutent ce soir et qui envisagent d'un jour décéder sur notre territoire et s'y faire enterrer, de prendre une assurance obsèque pour financer Ah oui, une assurance décès, d'accord, je comprends mieux. Mais encore faut-il pouvoir se l'offrir. Et d'autre part, il y a des règles spéciales dont va vous parler notre premier échevin pour les personnes indigentes. Oui, merci Monsieur Matin pour votre positif. Simplement, on a adapté le règlement en fonction des règles de tutelle qui ont été modifiées. Et donc, c'est en concertation avec la tutelle wallonne que ça a été fait. On a fait une comparaison des prix. Et donc, nous sommes dans la norme. Simplement, il y a une précision à apporter. C'est que, en fait, cette redevance n'est pas due si le défunt est un enfant mort à la naissance ou une personne indigente. L'état d'indigence est constaté par toutes les pièces probantes. Donc ça doit être ajouté au règlement tarif en vigueur. Je vous remercie. Merci pour la précision. Passe au point 4.2. C'est le règlement redevance fixant la tarification des écoles de devoir. Avant, c'était AXA, maintenant, c'est la ville qui s'en occupe, et donc c'est à nous de recevoir la redevance qui auparavant était payée par les parents à l'ASBL AXA, qui a cédé ses compétences à la ville. Oui, Monsieur Dumont. Oui, donc, comme vous l'avez expliqué, c'est donc bien l'ASBL dont vous avez décidé de ne plus accorder de subside et qui va être mise en liquidation. Ça, c'est une décision de gestion de votre part. Et vous expliquez donc que les services sont réintégrés au niveau du service de cohésion sociale. Oui, certes, la redevance va être payée maintenant au service de cohésion sociale, ça c'est technique, et puis à la SBL, mais elle est multipliée par 3,5. Alors, on ne comprend pas très bien pourquoi elle est multipliée par 3,5, parce que d'une part, si ce qu'on a lu dans les rapports de la ville, ça toucherait une vingtaine d'enfants pour le moment, donc le différentiel pour les finances communales, c'est quand même très peu. Et puis, je pense que c'est vraiment très mal ciblé. C'est quand même évidemment des enfants qui en ont besoin. C'est des enfants qui sont sans doute, qui n'ont pas l'encadrement familial, qui n'ont pas... voilà. Et donc, ça nous paraît quand même... D'abord, il n'y aura pas de conséquences pour la ville si ça reste à 15 € financières.
Ça fera 500 € en plus dans les caisses si ça concerne une vingtaine d'enfants. Ça pourrait peut-être décourager certains parents. Et en tout cas, voilà, on ne comprend pas ce genre de décision de faire x3,5. Certes, tout augmente. Il y a eu des indexations, mais voilà, ici, il faut savoir aussi que certains services à la population, eh bien, doivent être assumés par le budget global. Et quand le bas de laine est de 10 millions, il me semble qu'on peut encore maintenir des écoles de devoirs à 15 € et pas les augmenter à 50. Voilà. Et donc, nous sommes vraiment tristounets de ce genre de décision. On ne pourra pas marquer son vote positif si vous ne changez pas, en tout cas, votre fusil d'épaule. Merci. Ouais, je vous répondrai que AXA n'existant plus parce que AXA n'était plus en mesure d'assumer ses obligations, le personnel a fait l'objet d'une reprise au sein du personnel communal, ce qui est un gage de stabilité. Nous pensons qu'occuper un volume équivalent de personnes dans le giron communal est toujours plus rassurant que de les occuper dans le giron d'une ASBL, ne serait-ce par exemple que pour bénéficier de l'épargne pension que les agents communaux ont eu le bénéfice et que non pas les agents d'ASBL, parce que nous ne sommes pas l'employeur par rapport à notre caisse du second pilier de pension. Voilà un avantage pour le personnel. D'autre part, il est clair qu'il y a des frais et que les frais sont quand même assez lourds, de locaux, de nettoyage, de chauffage, d'éclairage. Ils ne diminuent pas et le montant qui est réclamé est de 50 € sur une année. Vous me direz que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, 50 €, cela peut compter, mais à ce tarif-là, on va toujours rager gratis. Et comment pouvoir réclamer dans une école de devoirs à certains de l'argent et pas à d'autres? Comment faire une discrimination sans mettre l'étoile jaune du précarisé sur celui dont les parents sont en mesure d'avoir beaucoup de difficultés à payer ce qui est dû? Donc, quand il y a un tarif, il y a toujours le tarif et les possibilités pour le CPS, au travers de l'aide sociale, d'accorder une aide, mais avec discrétion. Cela ne se fait pas publiquement pour éviter que l'enfant ne se sente ostracisé par une mesure de gratuité ou d'intervention du CPS. CPS qui lui-même est tenu à un devoir de discrétion. Micro. On a compris, on a entendu. Je disais que chaque parent a été prévenu au niveau des possibilités du CPS de pouvoir prendre en charge 90% de cette participation. Donc, voilà. Il suffit simplement de se présenter au CPS, expliquer. Voilà. C'est certainement un élément positif, mais enfin, quand même, la multiplication par 3,5 du prix. Alors, vous nous dites que la ville a des frais de chauffage, mais avant, la ville donnait une dotation à une SBL. Donc, c'était juste une espèce d'argucide organisationnel, certes. L'école des devoirs était organisée via la SBL, mais la SBL qui était... On peut discourir, monsieur. Oui, non, Dumont, mais voilà. Donc, mais nous tout augmente. Est-ce que vous vous rendez compte, votre facture d'énergie, elle a augmenté. Oui, non, votre mais facture le de salaire n'a pas chauffage, été elle a multiplié par augmenté. 3,5. Hein. Votre facture d'électricité, elle a augmenté. Votre salaire, il a été indexé. Pas par 3,5, hein, monsieur le bourgmestre. Pas par 3,5. Hein. Ah, monsieur Dumont, c'est vraiment une intervention misérabiliste, permettez-moi de le dire. Ici, il s'agit d'un montant complètement dérisoire dont on vous dit qu'il est pris en charge à 90% et oui, plus par le CPS pour ceux qui en ont besoin. Et ceux qui ont les moyens de payer, permettez-moi de considérer que payer 50 €, c'est-à-dire moins d'1 € par semaine, ce n'est quand même pas aller dépouiller des personnes de leurs revenus. Ceci, c'est de la démagogie, permettez-moi de le dire. Vous avez déjà mis les pieds là-bas, à l'AXA, à l'époque? Mais bien sûr, hein, vous croyez que Je ne sais pas, parce que... vous découvrez la Lune, vous, sûrement. Mais non, je suis désolée, le public... Micro. Mais oui, le public cible, donc je vous demandais si vous aviez déjà mis les pieds là-bas, parce que le public cible, c'est quand même la plupart des enfants qui viennent de peu d'eau, dont les parents ne savent pas nécessairement payer 50 €, c'est énorme pour eux à la fin du mois. Et donc, est-ce que le CPAS aussi interviendra pour les familles, les fratries? Comment ça va se passer? Parce que ça, c'est ma question. Et donc, je suis désolée, mais alors à ce moment-là, ça veut dire que ça va être que les enfants favorisés qui vont pouvoir aller à l'école des devoirs, dont les parents pourront se permettre de payer 50 €. Et moi, j'aime pas, ce
ce que vous dites, parce qu'en fait, ici, on est en train juste de parler de chiffres, alors qu'on parle d'enfants, on parle d'élèves. Non, on parle d'élèves qui sont dans le besoin, qui ne sont pas nécessairement encadrés à la maison, qui ne parlent pas nécessairement bien le français ou dont les parents ne savent pas le parler, qui ne comprennent pas tout ce qu'on leur demande. Et le travail de l'AXA, c'était justement d'aider ces enfants-là. Moi, ma fille est allée, donc je sais de quoi je parle. J'y suis allée pendant plus de 2 ans, la rechercher, la conduire. Donc je connais le public, je sais très bien de quoi on parle. Et donc ici, je suis vraiment déçue de vous entendre parler comme ça. Donc j'aimerais bien la réponse pour les fratries. Je vous répondrai, Madame Lomba, vous pouvez exprimer ce que vous voulez, mais la démagogie, elle est au rendez-vous ce soir, parce que on n'enlève rien aux enfants. Vous êtes sourde, vous n'entendez pas ce que Madame Cruspin vous a exprimé, à savoir que pour les enfants réellement défavorisés, il y a une intervention qui couvre presque à 100% les frais. Et vis-à-vis des gens qui ont les moyens, il y en a, eh bien, ils peuvent quand même payer 50 €, c'est-à-dire moins d'1 € par semaine. À force de vouloir raser gratis, de promettre la lune, que l'on peut avoir tout pour rien, on finira par considérer tous les politiques comme des menteurs, parce que s'il a un peu d'honnêteté, il sait que les promesses qu'il fait ne pourront jamais être tenues. Et on est toujours rattrapé par des promesses qu'on ne tient pas. Il vaut mieux réclamer ce qu'on doit réclamer pour permettre précisément de maintenir des services. Et c'est quand on fait preuve de démagogie que tout fout le camp. Vous allez voir ceux qui survivront à cette législature, ce que vous allez vivre sous la prochaine, qui sera celle du sang et des larmes par rapport aux finances de toutes les communes wallonnes. Si vous n'êtes pas conscient de cela, 10 millions de boîtes vous d'aide. ne savez pas ce qui vous attend. Voilà. Je vous le signale, et si vous avez des propositions électorales à faire, continuez à charger le bateau de promesses électorales sans lendemain. Et ceux qui font des promesses qu'on ne sait pas tenir, ils sont toujours rattrapés par des promesses non tenues. Voilà. Je crois ici, pour un dossier ridicule, où il y a des montants dérisoires en jeu et qui ne coûtent rien aux plus précarisés, ce que j'ai entendu relève de propos qui flirtent avec la démagogie. Alors quand vous osez m'exprimer que je n'ai jamais mis les pieds là-bas, ben vous croyez... C'était une question. J'ai monté à vous dire que cette maison, je la connaissais, que vous aviez peut-être 7 ou 8 ans. Hein. Mhm. Bon, alors vouloir donner des leçons à des gens qui connaissent le métier, qui connaissent les lieux, vous y êtes peut-être allé à titre personnel comme parente, et c'est très bien que vous l'ayez fait, mais venir dire que nous ne connaissons pas les outils dont nous disposons, je trouve ça, pardonnez-moi de le dire, relativement insultant et inadmissible. Voilà, je pense qu'on va mettre fin. Voilà un dossier. Maintenant, on a pu s'exprimer longuement. Ben, je suis bien obligé de vous demander... Pardon, Vincent? Oui, vas-y. Je voudrais aussi simplement préciser qu'au-delà de la maison de l'école de devoir de la rue Delcourt, on va ouvrir une maison de quartier à Peudot, avec la collaboration et sous le pilotage des services sociaux de Sandrine Cruspin, et que nous avons négocié un bâtiment avec la Société Wallonne du Logement et son directeur général, et qu'on va rouvrir une nouvelle école de devoir sur le site de Peudot. Donc ça, je pense que c'est aussi un élément positif à souligner. Voilà. Je crois qu'on a pu largement s'exprimer. Madame Lomba, on ne va pas faire un dialogue sans fin. Vous avez pu vous exprimer à plusieurs reprises. Je cède la parole à Monsieur Sermon et je clôture les débats ensuite. Merci beaucoup, Monsieur Perkins. Juste 2 réflexions très rapides. Je pense que mes collègues Hugues et Caroline ont développé des arguments sensés qui ne sont pas du tout de la démagogie. C'est une inquiétude par rapport à une population précarisée, une population faible qui a besoin de soutien. Madame la présidente du CPS nous a donné quelques indications. Nous espérons que ça pourra combler, mais voilà, le groupe ADN faisait part d'une inquiétude réelle. Et alors le deuxième élément, c'est que quand je vois toute l'énergie qui est développée et l'implication, donc on supprime l'AXA, on transfère vers une autre structure communale, on revoit les prix, le CPS va être associé, on cherche une maison sur Peudot. Quand je vois toute l'énergie qui est développée, et ça peut être... Monsieur Sermon, est-ce que vous pouvez arriver à la clôture du point? Vous répétez ce qui a déjà été dit. Il n'y a donc pas à votre intervention de plus-value ajoutée. J'en ai pour 10 secondes. 10 secondes, oui. Et donc, on voit toute l'énergie développée pour gagner, in fine,
quelques euros, hein, on a évoqué 500 euros, alors qu'il y a d'autres postes sur lesquels il y a moyen de faire des économies substantielles. Cela a déjà été dit et répété par d'autres. Je clôt les débats puisque il y a Oui, eu mais un vous savez, vote voilà, vous ne voulez pas sur ce entendre. point. Vous voulez pas entendre. Monsieur Sermon, vous n'avez pas la parole. Je préside la séance. Je vous invite à ne pas couper le président de séance quand il a la parole. Sinon, je dois vous rappeler à l'ordre. Je suis obligé de le faire. Maintenant, je prends bonne note que vous buvez un verre d'eau, ce qui vous permet de ne pas parler en même temps, et ça, c'est très bien. Alors, le point suivant, c'est le point 5. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah oui, le vote, c'est négatif, je suppose, pour ADN et approbation par la majorité. Alors, marché public, le point 1, c'est l'adhésion à la centrale d'achat du SPF intérieur pour permettre la réalisation des élections. Je suppose que ce point ne va pas susciter de discussion et qu'il sera accepté à l'unanimité. Le point 2, c'est une convention d'adhésion à la centrale du SPW pour des essais et échantillons en laboratoire. Monsieur Matter. Merci, Monsieur le Président. Donc ici, on parle de l'adhésion à la centrale d'achat pour des prélèvements d'échantillons. Le titre est très long, donc je ne sais pas le dire en une respiration, mais on se comprend. Dans les annexes, il y a toute une liste de prestations qui sont évoquées. Est-ce que c'est quelque chose qui sert à établir la politique tarifaire appliquée par la centrale d'achat ou est-ce que c'est autre chose? Merci pour la clarification. Voilà, je vous remercie pour votre question qui va permettre à notre premier échevin d'assurer une réponse. En fait, effectivement, c'est les tarifs qui sont pratiqués. Maintenant, le fait d'adhérer à une centrale d'achat ne nous empêche pas de consulter aussi d'autres prestataires et de voir parfois s'ils n'obtiennent pas de meilleur prix. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, entre autres, je pense à la zone de police, si je ne me trompe pas, où on s'est rendu compte que la centrale d'achat du SPF proposait des prix bien plus importants que ce qu'on pouvait obtenir sur le marché. Voilà. Mais maintenant, le fait d'avoir une adhésion à cette centrale d'achat nous permet d'y recourir plus facilement en cas d'urgence aussi. Je vous remercie. Et donc, une fois n'est pas coutume, nous voterons oui. Point 3, c'est un marché public concernant l'aménagement de voiries d'égouttage rue des Églantiers, rue d'Étienne. Procédure ouverte, passation. Notre échevin des travaux est à votre entière disposition si vous souhaitez des explications sur ce poste. Monsieur Matter. Oui, effectivement, à notre connaissance, l'entreprise qui faisait les travaux dans la même rue a fait faillite. Est-ce que c'est pour remplacer cette entreprise avec un nouveau marché ou est-ce que c'est un autre chantier qui s'annonce? Non, c'est exactement le même chantier. Simplement, l'entreprise ayant fait faillite en 2022, nous sommes obligés de passer par un marché public parce que les prix proposés par l'entreprise suivante étaient trop importants. Voilà, donc unanimement. Oui, point tout à fait, accepté. vote positif de notre part. Alors, le point 4, c'est une communication. Ce sont les marchés publics passés par le collège par délégation du conseil communal. Ils vous sont soumis périodiquement. Madame Halleux a demandé la parole. Oui, merci, monsieur le bourgmestre. Voilà, je voudrais juste questionner par rapport aux 2 points de réparation au niveau du phare. Il y a une réparation d'un onduleur photovoltaïque du phare et puis un remplacement d'une roue défectueuse. Et donc, je me questionne par rapport à une garantie parce que le phare a été terminé en 2019. Voilà, est-ce qu'il n'y avait pas une garantie sur ces produits, sur ces éléments de construction? Oui. Notre premier échevin va, ou l'échevin de la culture va vous répondre. C'est vrai que c'est une réponse que Vincent aurait pu donner également, mais il s'agit donc de dégâts qui ont été occasionnés par des vents qui étaient particulièrement forts. Je pense que c'était en juillet 22. Et donc, dès lors, on a fait les réparations et on a un dossier à l'assurance voilà, pour réclamer les frais endommagés. Voilà. Oui, d'accord. Donc, les frais là de 12 000 euros pour l'entièreté
pourrait passer sur une assurance, quoi. Tout à fait. Ça va. En tout cas, c'est l'objectif. Ouais. Merci pour votre réponse. Voilà. Alors, je vais passer maintenant au patrimoine et au dossier de Perpetuum Énergie Europe et du groupe L'Ouest. Il s'agit de la constitution d'une servitude pour poser des câbles sur le domaine communal. Il vous est proposé d'accepter une convention entre la ville et les Dolomies, car pour raccorder, je dirais, l'électricité produite, forcément, il faut passer par un terrain communal, sans quoi il n'y aurait pas de servitude de passage, ce qui justifie que le conseil communal décide de cette servitude qui va nous rapporter, pendant toute la durée de son existence et de cet investissement, 4 000 € indexés par an, ce qui est quand même une petite recette pour la ville. Avantage de l'investissement par le groupe L'Ouest et les Dolomies de Marchedam en particulier, c'est d'assurer une partie de leur production énergétique, je dis bien une toute petite partie, par une production d'énergie verte, ce qui en soi est évidemment un pas dans une bonne direction au niveau d'une entreprise locale. Voilà la raison de cette servitude concédée au profit du groupe L'Ouest, si vous êtes d'accord qu'il en soit ainsi pendant la durée de l'usage de la servitude. Pas d'objection, unanimement. Alors, point 7 sport, la modification des statuts. Là, je cède la parole à notre échevin des travaux pour vous répondre si par rapport à cette adaptation des statuts, vous avez des remarques. Mais en principe, il y a une réunion de la régie des sports au cours de laquelle ils sont attardés. Mais néanmoins, ça n'interdit pas à un conseiller communal qui n'est pas membre de la régie des sports de pouvoir s'informer s'il n'a pas été par ceux qui y siègent. Voilà. Y a-t-il sur ce ROI, donc modification des statuts, pardon. Voilà. Alors, tutelle communication, c'est le point 8, pas de souci. Alors, je vais passer maintenant à l'interpellation de Madame Halleux. Et je lui cède la parole. Madame Halleux a la parole. J'ai cédé la parole. Non, Monsieur Sermon, c'est Madame Halleux qui a la parole. Je vous en prie, Madame Halleux, je vous invite à exercer votre interpellation. Monsieur Sermon n'a pas la parole sur votre interpellation et elle n'est pas transférée à Monsieur Sermon comme l'est un ballon de football ou un ballon de rugby. Allez-y, Madame Halleux. Oui, voilà, Monsieur Sermon avait déposé une interpellation aussi, mais elle a été refusée concernant les inondations. Donc, nous avons reçu une réponse écrite, mais d'événements de grande ampleur qui offrent à la ville d'Andenne un rayonnement considérable. Et notre groupe, comme les riverains qui vous ont interpellé, Monsieur L'Échevin, ne remettent nullement en cause ces initiatives. Toutefois, le collectif de riverains du complexe sportif Arena s'est constitué récemment concernant les problèmes de circulation et de stationnement lors de ces événements sportifs de grande ampleur organisés sur le site. Ces riverains se plaignent de l'augmentation du nombre de véhicules transitant principalement par les rues Kévit, Kennedy et Dozin. Ils constatent une vitesse excessive et surtout un stationnement totalement anarchique. En effet, sur les photos qu'ils vous ont fournies, on peut voir que les trottoirs sont occupés par des voitures. Voilà, pouvez-vous nous expliquer l'objet de vos réflexions à ce sujet? Quelles mesures comptez-vous prendre à l'avenir pour remédier à cette situation et diriger les véhicules vers des places de parking où ils n'enfreindront pas les règles de stationnement? Merci d'avance pour vos réponses. Madame Halleux, Monsieur Sampaoli va vous répondre, mais je souhaiterais, avant qu'il n'entre dans le détail de sa réponse, vous préciser que la répression des infractions, y compris de roulage, relève de la compétence exclusive du parquet de police et que les femmes et les hommes politiques, qu'ils soient conseillers communaux, échevins ou bourgmestres, ne peuvent pas se substituer aux autorités judiciaires, c'est-à-dire au parquet de police pour les infractions de roulage ou au tribunal de police ou au tribunal correctionnel. C'est d'ailleurs l'application d'un principe constitutionnel qui veut que seuls les cours et tribunaux ont la faculté de juger de la répression d'infractions pénales, quelles qu'elles soient, majeures ou mineures. Et de la même façon,
selon la Constitution, ce sont des juges indépendants qui règlent les conflits entre particuliers ou entre conflits entre particuliers et autorités. Je tiens à rappeler ce prescrit constitutionnel parce que très souvent, et à tort, et votre interpellation me permet de le préciser, le bourgmestre n'est pas le chef de la police. Le chef de la police est le chef de corps de la zone de police. Cette compétence par la loi sur la police intégrée qui est entrée en vigueur a été enlevée aux autorités communales pour que les choses soient claires. Et la seule personne qui a la responsabilité de l'organisation de son personnel sous l'égide du parquet, du procureur du roi ou d'un parquet de police, c'est le chef de corps d'une zone de police. Donc la marge de manœuvre de l'autorité communale est très mince. Et je peux vous dire d'expérience que lorsque des citoyens sont verbalisés sur ordre de l'autorité, le parquet en prend ouvrage. Je tiens à le préciser en considérant que cela peut être une entorse à son indépendance. Et je tiens, in fine, sur le plan juridique, parce que je ne parle pas du fond ici du problème, c'est lorsqu'on appelle à une répression massive d'infractions de roulage, dans le chef de riverains qui peuvent être incommodés par des véhicules mal stationnés, ces véhicules mal stationnés pourraient être certains jours des membres de leur propre famille qui leur rendent visite. Donc il faut être attention à l'effet boomerang, parce que quand on entre dans une spirale de répression, tout le monde est réprimé. Donc voilà, moi j'ai ici fait du droit pur. Je n'ai pas répondu à la question précise qui nous occupe, parce qu'à un certain moment, c'est l'occasion, une fois de plus, de rappeler que le bourgmestre n'est pas le chef de zone. Mais, monsieur le bourgmestre, j'allais répondre exactement ce que vous avez répondu. Donc, en préambule, puisque la règle est celle-là, par rapport au stationnement, mais nous sommes bien conscients qu'il y a parfois des problèmes de stationnement. Ça relève de la compétence de la police. Quant à la vitesse excessive des véhicules dans la rue, je pense que, nous avons fait des analyses de trafic à tout le moins dans la rue Kévy et elles ne démontraient pas une vitesse excessive des véhicules. On pourrait éventuellement refaire une analyse de trafic, demander à la police, parce que ça on peut le demander, de faire une analyse de trafic sur les 3 rues que vous avez citées. Par contre, pour ce qui est du stationnement, nous sommes en agglomération. En agglomération, sauf disposition particulière, il n'est pas autorisé de stationner sur le trottoir ou en partie sur le trottoir. Il est indispensable de laisser un passage suffisant pour les personnes à mobilité réduite. Et quand on parle de personnes à mobilité réduite, on parle plutôt d'usagers faibles. Ça veut dire les piétons, les mamans avec une poussette ou les personnes en chaise roulante. Et donc, il appartient à la police de verbaliser. Et donc, si quelqu'un constate qu'il y a ce type de problème dans sa rue, qui vient à Landella, les personnes qui viennent à Landella Arena, par les personnes qui viennent à Landella Arena. Par ailleurs, dans le dossier d'Anton, il est prévu une zone de stationnement particulière qui serait destinée à l'ensemble des services publics. Et comme on sait qu'en journée, la semaine, donc hors samedi et dimanche, le problème ne se pose pas, un stationnement pourrait être privilégié là. On pourrait aussi signaler au club qu'il existe à 300 mètres de là, à vol d'oiseau, je viens de le faire, un stationnement qui est souterrain et qui est gratuit pendant 2 heures. Et je pense que ça ne ferait pas de mal aux sportifs de pouvoir marcher un peu, puisque quand on fait du sport, a priori, on peut marcher. Voilà, merci pour vos réponses, mais je ne suis pas tout à fait satisfaite. J'ai l'impression que vous changez d'avis en fonction de ce qui vous arrange. Monsieur le bourgmestre, vous êtes quand même président de la zone de police. Alors, pas chef de police, non, quand ça vous arrange, en fait. Parce que, voilà, quand une ville organise un événement exceptionnel, comme ici les Wallos, ou que ce soit un événement sportif,
il me semble que le collège s'arrange quand même avec la police pour que cet événement se passe dans de bonnes conditions et que les véhicules ne se garent pas n'importe où. Donc évidemment que c'est à la police de verbaliser, de vérifier que le stationnement est correct, mais vous avez quand même vous pouvez avoir une influence et des injonctions par rapport à ce que vous organisez et avoir un conseil au sein de la police. Voilà, vous pourriez installer des barrières nadars au bord des trottoirs pour que les véhicules se garent correctement sur la voirie. En tout cas, demander à ce que la ville fasse ça. Enfin, il me semble que la ville peut intervenir en collaboration avec la police pour faciliter les choses, oui. Voilà, il y a les parkings, évidemment. Il peut y avoir un autre parking de délestage ou permettre, donner une carte aux sportifs pour qu'ils puissent se garer dans le parking souterrain toute la journée, parce que 2 heures, j'imagine qu'une compétition, ça ne dure pas 2 heures, donc c'est pas tout à fait adéquat. Puis voilà, enfin, c'est à vous à trouver en tout cas des solutions, me semble-t-il, et pas uniquement de dire bah, c'est à la police de verbaliser. Bien sûr que c'est elle qui le fait, mais je suis stupéfait par votre méconnaissance de votre fonction de conseillère de police. Et je crois qu'il faudrait dorénavant avoir au moins une formation, une certification avant de pouvoir exercer un tel mandat. Vous confondez absolument les règles de la police pénale. On peut rester sur le débat, monsieur le bourgmestre. Avec ce qu'on appelle des règles de police administrative. C'est l'ABC du droit administratif. Comment peut-on siéger dans un conseil de police quand on est incapable de faire la distinction entre des règles pénales et des règles de police administrative? Une règle de police administrative est une règle, et c'est la seule que la commune peut prendre, qui consiste à proposer pendant des travaux un changement de direction, une déviation. Ça, c'est une mesure de police. Ce n'est pas une mesure de répression. Vous confondez allègrement la notion de police administrative destinée à prévenir des accidents qui relèvent de la compétence de l'autorité communale qui peut les prendre avec la police répressive. Je n'ai pas le droit d'organiser une répression. J'ai toujours bien compris, parce que j'ai une formation d'avocat et j'exerce ce métier d'avocat, il est interdit à un bourgmestre d'ordonner, de sanctionner des délinquants. Chacun reste à sa place et les poules seront bien gardées. C'est aux policiers à s'occuper de verbaliser, sous l'autorité exclusive du chef de corps et sous l'autorité exclusive des autorités judiciaires. Nous n'avons pas cette compétence. Par contre, nous avons la compétence d'organiser une déviation du trafic le jour des fêtes de Wallonie pour qu'on ne passe pas en plein cœur de ville si on le voulait. Voilà la distinction. Allez voir dans l'ABC d'un cours de droit administratif de première année et on vous expliquera ce qu'est la différence entre une mesure de police administrative et une mesure de police répressive. Vous avez allègrement franchi une limite entre les deux sans comprendre de quoi vous parliez. Et si le chef de corps décidait de ne pas organiser la mobilité au moment des fêtes de Wallonie, vous laisseriez passer? Vous vous déchargez? Non, pas vrai, alors, c'est vous inexact. êtes vraiment de mauvaise foi, monsieur le bourgmestre. Je sais très bien la réponse que je vous ai donnée et j'ai très bien compris que effectivement vous n'étiez pas dans la répression, mais vous avez l'obligation en tant que collège communal d'organiser et d'aider, enfin de permettre l'organisation de ces événements comme vous le faites au Wallonie. Vous venez de dire que vous le faisiez. Oui. Quand nous organisons les fêtes de Wallonie, il y a ce qu'on appelle l'organisation d'un événement qui rassemble les pompiers, qui rassemble tous les services de sécurité au sens large, que ce soit la police. Et là, on prend des mesures qui relèvent de la compétence du bourgmestre et du collège communal pour assurer la sécurité d'un événement. Vous êtes garant Mais de l'ordre public. Non, laissez-moi achever. Madame, non, madame, vous n'avez pas la parole. Laissez-moi achever. Si, à l'occasion des fêtes de Wallonie, telles qu'elles sont organisées en matière de police administrative, il survient lors des fêtes, il y en a malheureusement eu des rixes entre citoyens, le bourgmestre n'a aucune autorité. Seule la police peut intervenir
et la commune n'a pas le droit d'intervenir. Vous faites une confusion absolue entre les pouvoirs de l'autorité judiciaire et de la police et les pouvoirs d'une autorité communale ou d'un bourgmestre. Alors là, je crois qu'il faut aller au cours très vite pour comprendre la différence. Malheureusement, je ne vois pas d'autre échappatoire. Ça vous évitera de dire des choses qui vont vous décrédibiliser, manifestement. Je ne vous ai pas pris pour un shérif, monsieur Erdeken. Ce n'est pas ça. Je ne me suis pas trompée à ce niveau-là. Vous n'allez pas y aller comme ça. Allez, maintenant, Mais vous, on a longtemps débattu. quoi qu'il se passe, vous La avez discussion a eu lieu. On l'obligation. peut encore discourir des heures durant sur le sujet. Voilà, vous C'est- avez pu vous exprimer. J'ai Mais cru que vous c'est moi étiez qui dois trompé. terminer Vous pensez avoir raison. l'interpellation, monsieur Mais non, le je vous ai Président. laissé terminer. Ça, Maintenant, c'est je clôt selon les le débats. règlement. Je clôt les débats. Voilà. Donc, je vais passer maintenant au huis clos.